Si on remonte dans le temps, on découvre que cette chanson viendrait de l'époque des guerres napoléoniennes au début du 19e siècle. À cette période, Napoléon Bonaparte rêvait d'étendre son empire jusqu'en Égypte. Ça risque pas, il était pas encore empereur. La campagne d'Égypte, c'est entre 1798 et 1801, et Napoléon ne deviendra empereur que 3 ans plus tard. Salut tout le monde, je m'appelle Benjamin Vallière, je suis ancien professeur de français, musicien et spécialiste des comptines. Et vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques jours, Seb a sorti une vidéo dans laquelle il décrypte un certain nombre de chansons pour enfants. Alors, je vais tout de suite casser le suspense, dans l'ensemble, sa vidéo est très bien. Il y a plein d'infos pertinentes, tout à fait valides. D'ailleurs, en règle générale, j'aime bien ce que propose Seb, je trouve ça intéressant, agréable à regarder. Mais, même si son contenu est majoritairement axé autour de la musique, Seb, il faut comprendre Seb et les auteurs qui bossent avec lui, il n'est pas spécialiste des comptines traditionnelles. Et encore moins du vocabulaire, des expressions ou de la littérature des siècles passés qui sont indispensables pour en comprendre le véritable sens. Donc, dans sa vidéo, il y a quelques petites erreurs, ou du moins il y a quelques remarques que j'avais envie de vous partager. C'est parti! Nous n'irons plus au bois. Un lien avec les prostituées, mais pour comprendre, il faut un peu de contexte. La chanson a été écrite par Madame de Pompadour en 1753. Alors c'est vrai, quand on va sur Wikipédia, on lit que Nous n'irons plus au bois est une ronde enfantine française créée à la Noël 1753 par Madame de Pompadour. Mais déjà, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est très rare de connaître l'auteur des chansons traditionnelles. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé de Frère Jacques, qui a priori serait l'œuvre de Jean-Philippe Rameau, mais c'est vraiment une exception. Dans la grande majorité des cas, comme c'est des chansons très anciennes et de tradition orale, c'est-à-dire qui se transmettaient principalement en chantant, sans support écrit, c'est absolument impossible de remonter précisément à l'origine. Donc déjà, quand on nous dit « Madame de Pompadour, Noël 1753 », méfiance. D'ailleurs, qui est-ce qui nous dit ça? Parce que, vous le savez, Wikipédia en soi, c'est pas une source fiable. N'importe qui peut venir écrire n'importe quoi. Là, si j'ai envie de modifier l'article et d'indiquer que c'est Joule qui a composé la chanson, toujours en 1753 et très en avance, il y a rien qui m'en empêche. Donc, on va voir la source, Alain Rustenholz, dans Les Traversées de Paris. Ok, je cherche un peu sur le net, peut-être avec de la chance je vais tomber sur l'extrait qui en parle. Alain Rustenholz, Nous n'irons plus au bois. Et nickel, ça m'emmène direct sur son site. Petite recherche sur la page, ok. On va abattre les arbres des Champs-Élysées pour donner à l'hôtel de la marquise de Pompadour un aspect plus agréable sur la rivière. C'est sur ce parterre qu'on a chanté pour la première fois, avec combien d'à propos, Nous n'irons plus au bois. Pour le moment, il n'y a rien qui dit que c'est elle qui l'a écrit. Je poursuis mes recherches, est-ce que par hasard il y aurait moyen d'avoir le texte intégral des Traversées de Paris? Coup de chance, on peut le télécharger en PDF, je fais donc une petite recherche dedans, plus de bois, on tombe sur une seule occurrence qui nous dit « Plus tard, pour la Noël de 1753 », donc a priori on est bien sur le bon extrait puisque c'est la date qui a été mentionnée, Madame de Pompadour s'était acheté l'hôtel d'Évreux et les terrains avoisinants. C'est dans ce jardin, celui de l'actuel palais de l'Élysée, qu'une ronde de corolles froufroutantes allait chanter pour la première fois « Nous n'irons plus au bois ». Rétrospectivement, les paroles de la danse nostalgique pourraient s'entendre comme une déploration de ce que la marquise n'avait pas pu grignoter davantage les bosquets des Champs-Élysées. Donc, primo, il n'y a rien qui dit que c'est Madame de Pompadour qui a écrit le texte. Secondo, ici on fait aucun lien avec la prostitution, puisque ça fait juste référence au fait qu'elle aurait bien aimé déboiser davantage autour de chez elle pour avoir une plus jolie vue. Et tertio, quand l'auteur écrit que c'est la première fois que cette chanson va être interprétée, on sait pas trop s'il veut dire que c'est la première fois dans l'absolu que quelqu'un chante cette chanson, ou si c'est la première fois que quelqu'un chante cette chanson dans ce jardin, avec cette signification. Bref, si c'est ça, la source sur laquelle Wikipédia se base pour dire que c'est Madame de Pompadour qui a écrit la chanson, et les autres sites qui mentionnent cette info se contentent le plus souvent de recopier ce qu'ils ont trouvé sur Wikipédia. Alors, il y a des sites qui ont quand même davantage creusé le sujet. Les paroles seraient de Jeanne Poisson, mieux connue sous le nom de Marquise de Pompadour. Donc, déjà, serait, c'est du conditionnel, je trouve ça bien d'indiquer de cette façon qu'on n'est pas sur des certitudes. Mais là encore, nous n'avons pas de preuves pour confirmer ces allégations. Oui, en fait, les origines de la comptine sont complexes et nous possédons plusieurs versions sur cette histoire de Laurier. On est d'accord. L'une d'elles dit que, suite à l'interdiction de la prostitution en ville, promulguée par un édit de 1254, écrit par Saint Louis, Louis IX, les prostituées se réfugièrent dans les bois, notamment celui de Vincennes. Mais 2 ans plus tard, Blanche de Castille, donc c'est la mère de Saint Louis, exigea de son fils qu'il interdit la prostitution en pleine nature, au vu de la mortalité importante des femmes qui s'y adonnaient. Les bosquets furent rasés, et un nouvel édit fut rédigé, intimant juste l'ordre de s'établir en dehors des villes. Et effectivement, je peux vérifier l'info sur un autre site.
Saint-Louis édicta cependant en décembre 1258 une ordonnance qui faisait de la prostitution un comportement contraire à la loi et punissable comme tel, que toutes les femmes et ribaudes soient boutées et mises hors de nos bonnes cités. Je reviens sur le premier site. Ces dames s'installèrent alors à la lisière des villes dans des cabanes. Pour les distinguer des autres baraques où l'on pratiquait des activités plus licites, on suspendait une branche de laurier au-dessus de la porte. Oui, de nos jours, si vous allez à Amsterdam, il y a des lanternes rouges qui indiquent les endroits où il se passe des trucs. Eh ben, à l'époque, c'était une couronne de laurier qu'on mettait au-dessus de la porte. Donc, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, ça fait référence à l'interdiction promulguée par Saint-Louis. Mais il existe une autre explication à cette comptine. Une autre version est un peu similaire, bien que située quelques siècles plus tard. Madame de Maintenon aurait demandé au roi Louis XIV de faire raser les bosquets du parc de Versailles, car ils abritaient les ébats de nombreux couples illégitimes, ou de prostituées et de leurs clients. Louis XIV s'irritait d'ailleurs, lui aussi, que les ouvriers en charge de construire le château soient trop souvent détournés de leurs travaux, et il craignait que les maladies vénériennes, c'est-à-dire les maladies qui peuvent se transmettre, ne ralentissent ses projets. Les prostituées furent chassées du parc avec la menace de se voir couper le nez et les oreilles si elles contrevenaient à l'interdiction. Elles s'installèrent dans des maisons à Versailles, au fronton desquelles elles mirent des gerbes de laurier. Ces deux explications, qui finalement diffèrent surtout par la période à laquelle elles se réfèrent, je les ai retrouvées assez fréquemment dans les recherches que j'ai effectuées. Et, sans trop rentrer dans le détail parce que j'aurai l'occasion de faire ma propre vidéo sur cette chanson, le reste du texte paraît très cohérent avec ces interprétations. Donc, le plus probable, c'est effectivement que la chanson date de l'époque de Saint-Louis, XIIIe siècle, ou du chantier versaillais de Louis XIV, c'est-à-dire fin XVIIe. Alors, franchement, la probabilité que Madame de Pompadour, en 1753, milieu XVIIIe, aille écrire une chanson sur un événement qui s'est produit des dizaines, voire des centaines d'années plus tôt, non, définitivement, j'y crois pas. Par contre, peut-être qu'elle kiffait la chanson. C'est une comptine qui fait l'apologie de la prostitution. Madame de Pompadour avait la réputation d'avoir des mœurs très légères, on l'a surnommée la putain du roi, donc peut-être cette chanson lui parlait particulièrement. Mais des Eusèbe, je pense pas que ça soit elle qui l'ait écrite. Au clair de la lune. Dans le troisième couplet d'Au clair de la lune, on nous dit « Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune ». Et voici ce qu'en dit Seb. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lubin? On va rester dans les vieilles expressions et dans l'argot français de l'époque. Alors juste, déjà, faut faire gaffe. De l'époque, ça veut rien dire. Je suis conscient que dans l'esprit de quelqu'un qui vit en 2025, qu'on parle du 16e ou du 18e siècle, c'est un peu kiff-kiff. Dans tous les cas, c'est très vieux. Sauf que, en 2 siècles, la société, elle change. La langue évolue, les expressions sont plus les mêmes. Donc dire « à l'époque » sans préciser, à mon sens, c'est le meilleur moyen de faire des approximations, voire des contresens. À l'époque, une époque, à l'époque. C'est de l'époque. L'époque, à cette époque, à l'époque. À une époque. De l'époque à cette époque, pour l'époque. Bref, c'était l'époque, quoi. Forcément, on se retrouve avec des explications qui manquent un peu de rigueur. Un lubin, c'était un moine, un peu hypocrite, qui peut profiter du fait d'être moine pour aller voir des voisines. En fait, ici, Seb fait un mix entre 2 mots. Un lubin, qui est un nom commun désignant un domestique, mais ça, c'est un mot d'argot du 19e siècle. Or, la chanson Au clair de la lune date a priori du 18e, donc avant l'apparition de ce terme dans la langue française. Et Lubin, qui est un nom propre, qu'on trouve dans la littérature du XVIe siècle, en l'occurrence dans la ballade de Frère Lubin, et là en effet on parle bien d'un moine pervers. Pour débaucher par un doux style quelques filles de bon maintien, point ne faut de vieilles subtiles, Frère Lubin le fera bien. Et Seb conclut, Au clair de la lune regorge de second sens, allez la réécouter en sachant tout ça et vous allez voir, ça va vous faire sourire. Ah ça je vous le confirme, je suis en train de préparer une série de vidéos sur Au clair de la lune, il y a beaucoup de choses à en dire, on va pas s'ennuyer. C'est la mère Michel. Alors, j'ai fait 6 vidéos qui expliquent cette chanson, et la première parlait de l'origine du nom Lustucru, le fameux père Lustucru. Seb en parle lui aussi, et sur le début, il a bon, Lustucru, c'est un personnage horrible qui violente les femmes, ok. Par contre, là où il se gourre... Et le père Lustucru a tellement évolué qu'au final, c'est devenu un bouffon, un truc un peu ridicule, genre, un personnage un peu rigolo, potelé, machin nanan, qui a fini sur des paquets de pâtes. Non, la marque Lustucru a effectivement choisi de s'appeler ainsi en référence au personnage, et de le prendre comme mascotte, mais pas pour son aspect rigolo. C'est sa force qui est mise en avant, comme un argument publicitaire qui montre que les pâtes Lustucru sont nourrissantes. Et c'est d'ailleurs un terme qu'on retrouve très souvent sur leur pub. Si vous mangez des pâtes Lustucru, vous deviendrez aussi costaud que Lustucru. Allez, on poursuit l'analyse avec Seb qui a l'air de galérer un peu sur le sujet. J'ai besoin de votre aide, parce que c'est ouvert à toutes les interprétations du monde. Par exemple, le mot chat, à l'époque, pouvait être utilisé pour faire référence
aux parties intimes de la femme. Oui. Ça en vrai, ça a pas trop bougé. Mais le mot chat pouvait également évoquer la virginité. Donc Oui. quand elle dit qu'elle a perdu son chat, peut-être qu'elle parle vraiment de son chat, l'animal. Non. Mais Lustucru, lui, il Non. ne pense peut-être pas Enfin, vraiment à la même chose. Si, mais pas au même niveau de lecture. Je vous explique. Et là, ça va intéresser beaucoup de gens, notamment ceux qui, dans les commentaires de mes vidéos, me disent que je surinterprète. Qu'en fait, il faut prendre la chanson au sens littéral et pas aller chercher plus loin. Mais si vous faites ça, vous perdez la moitié du sens. Ces comptines traditionnelles, elles ont été conçues pour être chantées lors des veillées, lorsque toute la famille était réunie autour du feu. Les parents, les enfants. À l'époque, comme dirait Seb, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux de société, et donc pour se distraire, on se raconte des histoires et on chante. Pas des chants religieux, c'est pas ce qu'il y a de plus festif, pas des chansons païennes non plus, il y a quand même des gamins. Donc, il faut des trucs que les petits puissent redonner sans souci. Pour autant, les adultes, c'est un peu comme maintenant si vous essayez d'animer une soirée avec vos potes en chantant tous en chœur Baby Shark ou L'âne trop trop, à moins d'être complètement déchiré, ça va pas mettre le feu au dance floor. Donc, chanter des trucs tout mignons pour les gosses, les adultes, ils en avaient rien à carrer. Comment on fait alors pour que toute la famille puisse, sur le même air, s'ambiancer ? Eh ben, en écrivant des textes qui ont plusieurs niveaux de lecture. Comme ça, tout le monde chante la même chose, mais tout le monde ne comprend pas la même chose. D'ailleurs, Seb le dit lui-même. Ces chansons ont, tout au fil du temps, été conçues pour les enfants. Mais pas que. Elles ont été aussi conçues dans le but de plaire également aux parents. Parce que les parents, c'est eux qui vont les chanter. Et c'est eux qui doivent les retenir. D'où les messages plus ou moins douteux qui sont cachés dans chacune d'entre elles. Exactement. Donc, est-ce que le chat de la mère Michel, c'est un vrai chat ? Oui, pour les enfants. Et pour les adultes, non. Par contre, faut pas faire des mix entre les niveaux de lecture, et c'est là où Seb va pas au bout de son raisonnement. Peut-être qu'elle parle vraiment de son chat, l'animal, mais Lustucru, lui, il ne pense peut-être pas vraiment à la même chose. Si, t'inquiète, il pense exactement à la même chose. Si la mère Michel parle de son chat, le père Lustucru parle de son chat. Si elle parle de sa choupinette, le père Lustucru parle de sa choupinette. Tout dépend qui écoute la chanson et quel niveau de compréhension il en a. Du coup, quand Lustucru débarque et lui dit « Mais voyons, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu », c'est à ce moment-là qu'on doit comprendre que cette comptine, elle est basée sur un quiproquo. Autrement dit, la mère Michel et Lustucru, ils ne parlent pas de la même chose. La mère Michel, elle parle vraiment de son chat, quand Lustucru, en personnage tyrannique, parle juste de sa ou de sa virginité, selon les interprétations. Oui, je pense que vous avez compris, Seb fait fausse route, il est en train de mélanger les deux niveaux de lecture, et forcément il a du mal à assembler tout ça. Maintenant que vous avez le contexte, sur les personnages, sur les phrases de l'époque, etc., qu'est-ce que vous comprenez ? Parce que il y a des phrases qui marchent dans un sens avec une interprétation possible, mais d'autres qui marchent plus. Enfin, c'est un peu le bordel. Elle est super dure à analyser, la mère Michel. Genre la notion de récompense, Ah bah, j'ai fait une vidéo dessus. genre la notion de chat vendu. J'ai fait une vidéo dessus. Selon l'interprétation, c'est bizarre. Je n'ai pas la réponse à ça. Et j'espère en avoir une grâce à vous, en fait. Eh ben, je m'appelle Benjamin Vallière, je fais des vidéos qui expliquent le sens caché des comptines, et j'ai aussi un spectacle qui s'appelle, sans la moindre originalité, le sens caché des comptines. Maintenant, vous savez.